welcome to a new video of Last Tourist 2020. So today I'm gonna make my first interview about two crazy French people that decided to cross Népal walking. Mathilde et Jordan, deux Français, les marcheurs de l'extrême. Je les ai appelés les walking people. Partis sans guide pour faire le Great Himalaya Trail. Il s'agit de traverser à pied le Népal d'est en ouest, 1700 km. Je les ai rencontrés ici à Pokhara alors qu'ils étaient à leur 38e jour de randonnée et qu'ils avaient déjà parcouru plus de 600 km, monté à plus de 5600 mètres d'altitude et fait plus de 45 000 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire 45 km de montée. Beaucoup de galères, des vues imprenables, des pleurs, des rires, des couchers de soleil incroyables, des levées de soleil incroyables, des levées de lune incroyables, des hypothermies, une immersion totale dans le Népal au contact des locaux qui vivent dans les montagnes les plus reculées de la planète, puisque l'Himalaya, c'est quand même les plus grosses montagnes du monde. Leur record, c'est 2000 mètres de dénivelé en un jour. Donc c'est comme si vous faisiez 2 km tout droit comme ça en hauteur. Donc c'est un truc de ouf. Mathilde a failli mourir au moins une fois, mais sûrement plus. Elle vous racontera. Ce sont des malades et ils sont géniaux. Et en plus, ils sont super jeunes. Donc voilà, j'ai voulu les interviewer pour vous montrer que tout est possible et que si on a une idée en tête, on peut le faire. Ils sont quand même partis sans guide pour un des plus longs trekking et les plus durs trekking de la planète. Voilà, everybody can do it. So let's go. Du coup, moi je m'appelle Jordan, j'ai 25 ans. Donc avant de partir au Népal, j'étais administrateur réseau donc à Lyon. J'ai toujours eu un peu l'ambition de partir, de découvrir d'autres pays, de quitter un peu la société, de voir ce qu'il y a ailleurs. Donc avant de partir, j'ai rencontré Miss Mathilde. Alors moi j'ai 22 ans, je viens juste de finir mes études, j'ai fait un BTS en communication sur Dijon et avant de commencer mes études, je voulais déjà partir toute seule avec mon sac à dos faire le tour du monde, mais je me suis dit qu'il fallait faire les études d'abord. Et puis j'ai rencontré Mr Jordan et finalement on a mis en commun un peu nos envies de voyage, de découvrir le monde, sortir un peu de la société. Voilà, faire du trek parce que du coup on a rejoint notre passion commune qui est la randonnée et la nature. Donc voilà, ça fait maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ouais. Et 2 ans qu'on fait de la randonnée. Qu'on découvre un peu ce que le monde peut nous donner. On est arrivé le 15 octobre, on a atterri à Katmandou et le projet était de traverser le Népal à pied. Donc c'est un trek qui s'appelle le Greater Himalaya Trail. Donc il débute tout à l'est du pays et se termine tout à l'ouest, à la frontière indienne. Donc au total, il faisait 1500 km en à peu près 90 jours. Donc il est composé de 2 routes, tu as la high altitude et la low altitude. Et nous, on voulait prendre la low altitude parce qu'on n'avait pas assez de technique au niveau alpinisme, gestion de la glace, de la neige, etc. Donc c'était plus safe quand même d'être en basse altitude. Il faut savoir aussi que la high altitude, elle était un peu complexe et un peu peut-être ambitieuse pour nous. Le trek est beaucoup composé de montagnes, de glaciers sur la haute altitude. Ça me semblait un peu... C'était un peu ambitieux. Et donc on a commencé la marche précisément le 23 octobre. On est resté une petite semaine sur Katmandou pour pouvoir finaliser tout ce qui est un peu administratif, parce qu'il faut des permis pour pouvoir être randonneur, être trekker au Népal. Donc on avait plein de petites choses comme ça à régler. On a vu un guide sur place au Népal qui nous a donné plein de conseils pour, pour le trek, pour comment se démerder dans les montagnes, etc. Et puis voilà, on est parti, on a dû prendre un avion. Pour le début du trek, on a commencé déjà à se rendre à Tlapeljung, donc on a voulu commencer directement dans cette ville-là et pas à l'est total du pays, parce que c'était un peu compliqué avec la fin de la mousson, qui a été assez dangereuse et assez intense cette année. Donc on a pris un avion pour Badrapur, qui est une ville à l'est, au sud-est du pays. Donc on a pris un avion. Ensuite on a pris une Jeep, donc on a été vraiment escorté entre guillemets par un Népalais qui nous a aidé à atteindre Tlapeljung. Donc on a pris une Jeep de Badrapur pour aller à Ilam, et c'est à Ilam que les galères ont commencé. On est resté bloqué 3 jours à Ilam à cause des glissements de terrain qui ont détruit les routes. Donc on était bloqué ici. Puis les glissements de terrain, c'est les routes, tu pouvais même pas passer en scooter, quoi. C'était vraiment détruit. Voilà, et ils ont bien mis 3 jours à tout déblayer, à tout faire en sorte que ça soit safe, quoi.
Mais du coup, on était bloqués déjà, on commençait déjà à être bloqués. Et finalement, ça s'est débloqué un jour. Donc, on a pris une Jeep. On a fait environ 6 heures de Jeep à 13 dans une Jeep. Donc, ça, c'est bien fou. Enfin, ça devenait On hors du était en commun. collés serrés, c'était... Et on est arrivé à Tlapejung, fatigué, avant même de commencer le trek. Donc, bon, ça commençait bien. Et c'est qu'après le lendemain, on a pu commencer la marche. Donc, on était bien contents. On a marché jusqu'à Cadbury. Donc c'est là où il y a eu la première pause parce que il s'est passé des complications. Donc, Ça faisait déjà 4 jours qu'on marchait. Donc 4 jours on marchait donc en jungle, donc beaucoup de up and down, on appelle ça comme ça. Donc c'est de la montée, on arrive en haut de la montagne, on redescend. Sachant que dans les premiers jours on a marché beaucoup alors que c'est pas vraiment conseillé. On a fait des 20-25 bornes avec environ peut-être 1000-1500 de dénivelé, sachant que c'était les tout premiers jours de randonnée. Donc pas très bon à... Le deuxième jour, on a marché 10h30. Voilà. Alors que ça faisait que le deuxième jour, on n'était pas du tout acclimaté encore au pays, Voilà. à la jungle. Donc, Notre première anecdote sur cette rando, c'est on a voulu emprunter un raccourci dédicace à Tiffy qui nous avait qui nous avait conseillé de prendre ce chemin qui était plus court. Ça consiste à descendre la vallée pour arriver à une rivière, il fallait la franchir. Et pour la franchir, il faut franchir un pont. Et le pont, on ne l'a pas trouvé. Sauf qu'on demandait à des locaux, les locaux ne parlaient pas anglais, notre népalais est médiocre, voire inexistant. Ouais. Ce qui fait qu'ils ne comprenaient pas. Donc il y avait une personne qui nous disait d'aller à droite, une autre personne qui nous disait à gauche, une personne qui nous disait d'aller des deux côtés parce qu'il y avait des ponts des deux côtés. On s'est perdu dans les rizières. Et voilà. Il faisait chaud, très chaud. On Donc, n'avait pas à manger, on avait genre un paquet de biscuits, 2 pommes. 2 pommes. Et finalement, on commence à s'énerver, à perdre le contrôle. On commence à avoir un peu la pression parce qu'il était environ midi. Et quand à midi, tu n'as toujours pas fait la moitié du trek, au Népal, c'est un peu inquiétant parce que le soleil se couche très rapidement. Et il se couche vers 17h, par là, 17h il fait nuit. Et quand il te reste plus de 5 heures de marche, tu te dis merde. Donc finalement, on a fait demi-tour. Donc on est remonté en plein soleil. Sachant qu'on était déjà épuisés, frustrés. Et on a pris un bus pour aller à Cadbury. Et finalement, c'était le bon plan parce que je suis tombé malade juste après. Pendant 3 jours, on est resté bloqué à Cadbury. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on branle au Népal, qu'est-ce qu'on fout dans cette jungle horrible. On est malade, on est bloqué dans une montagnes. Ouais, ça a été 4 jours un peu de remise en question et d'épitation, mais on est vite revenu parce que du coup on est reparti au bout de 4 jours et ça faisait du coup le 5e jour de marche et on a vécu un truc incroyable et du coup ça nous a requinqué et ça nous a redonné de la motivation parce que du coup on a repris la marche. On a marché 24 km et un lendemain de maladie, franchement, physiquement c'est compliqué. Et donc du coup, on n'a pas réussi à atteindre le village objectif parce qu'en fait, le trek, c'est tous les jours, tu as un objectif à atteindre, un village à atteindre pour dormir dans un lodge. Et là, on était déjà à 24 km, c'était 16 heures, il nous restait encore je sais pas combien de kilomètres, on pouvait pas atteindre le village, on était épuisés. Et du coup, on s'est retrouvés dans un petit village complètement paumé et il n'y avait aucun lodge, aucun moyen de dormir, on pouvait même pas mettre la tente. Et du coup, on s'est dit, on va aller demander l'hospitalité et on va essayer d'aller dormir chez l'habitant. Donc du coup, on a demandé à des petits locaux qui étaient par terre devant chez eux et on leur a demandé si c'était possible de rester dormir et bien évidemment ils nous ont dit oui, ils nous ont accueillis comme des rois. Donc leur maison c'était vraiment une petite cabane quoi, il n'y avait rien, c'est des petites cabanes en terre. La cuisine c'est une espèce de hutte en terre cuite avec le feu où elle fait bouillir la soupe de lentilles. Et vraiment c'était la chose la plus dépaysante parce que c'était vraiment tout le contraire de ce qu'on peut voir en Europe, en France. Et c'était incroyable, ils nous ont accueillis, ils nous ont donné à manger. Ils parlaient pas anglais, enfin très peu anglais. Le papa parlait un petit peu anglais, donc on a pu échanger quelques mots. Yomo, yomo, yomo. Yes.
Mais on a dû se démerder avec nos fiches en népalais pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide pour cuisiner. Voilà, c'était vraiment incroyable. Et il y avait une petite fille et un petit garçon et on a passé la soirée à jouer avec eux. Moi, j'ai fait des tresses à la petite, le gamin, on a fait de la balançoire sur juste un bout de ficelle. Il y avait un bout de ficelle qui était accroché avec deux espèces de bois et puis on faisait juste de la balançoire sur de la ficelle. Enfin, c'était trop bien. On a regardé la maman faire le dalbat, on a échangé. Enfin, on lui a montré des photos parce qu'on a apporté des photos de notre famille, de nos amis en France. On leur a montré, ils ont posé des questions sur nos parents, sur nos frères et sœurs. Enfin, c'était vraiment un échange, quoi, vraiment culturel. Et c'était incroyable. Et au final, c'est la petite qui nous a prêté sa chambre. Donc pareil, c'est une chambre, t'as un lit en bois et voilà, ça donne limite, il n'y a pas de mur, quoi. Limite, il n'y a pas de porte. Enfin, il y avait une petite porte en bois, quoi. Et adorable, on a passé notre meilleure nuit. On n'a pas pris de douche, on s'en fiche parce qu'on a passé un moment tellement magique. C'était un moment de partage, quoi. Et le lendemain, quand on est parti, on leur a fait un petit dessin pour les remercier. Et pour qu'ils aient une petite trace de nous parce que c'était vraiment fort. Et moi, je suis repartie en pleurant parce que vraiment, c'était vraiment magique. Et puis sur la route du coup de ce lendemain, on a croisé un homme qui nous a invités à boire le thé chez lui. Il nous a offert pareil le petit déj et tout. Et le mec est fan de Napoléon Bonaparte. C'est un historien. Il nous a parlé de Napoléon Bonaparte pendant 2 heures. Enfin, c'était pareil, c'était vraiment fun. Et du coup, ces expériences-là nous ont requinqué pour la suite du trek et après on était vraiment on fire, quoi. Et puis depuis ce 5e jour-là, après on est allé directement jusqu'au Khumbu. Le Khumbu, c'est la région de l'Everest en fait, donc on est allé jusqu'à Lukla. Et après t'as Lukla et le Khumbu c'est en haut en fait, ça fait une boucle. Et Lukla c'est un peu la base de la boucle jusqu'à Namché et après tu fais la boucle de l'Everest et après tu redescends à Namché pour retourner sur l'ouest. Et donc le Khumbu, pareil, c'était magique, les montagnes, quoi. Là, pour le coup, les montagnes à perte de vue, t'es vraiment au cœur de l'Himalaya. C'est vraiment magnifique, c'est le paradis, c'est vraiment le paradis, en tout cas pour nous. Et dans cette boucle, on a fait 2 passes. Donc des passes, c'est où tu montes des cols où tu montes on est monté à plus de 5400 mètres d'altitude. Donc pour quand tu fais des passes comme ça à haute altitude, tu dois créer des paliers d'altitude pour faire l'acclimatation. Donc du coup, on devait monter à 3000. Après, en une journée, on est monté à 4900 et on est redescendu à 3000. Après, il fallait remonter à 4000, passer une nuit à 4000, remonter plus haut, redescendre. Voilà, les paliers, en fait, c'est monter, redescendre, dormir plus bas, remonter dans la journée. Enfin, voilà, c'est vraiment pour s'acclimater. Et une fois qu'on est acclimaté... il faut savoir que l'acclimatation, elle est obligatoire dans le Khumbu ou dans les Annapurna, enfin dans les hautes montagnes en règle générale, dès qu'on passe des points à 3000, 4000. Sinon, en fait, il y a des maladies de la montagne, donc c'est soit des œdèmes, ça peut devenir très grave, soit des maux de tête, des vomissements, des nausées. Nous, on n'a pas eu trop de problèmes, juste des maux de tête de temps en temps, juste parce qu'on a pris notre temps. C'est très important de prendre son temps, c'est vraiment la marche est totalement différente en haute altitude qu'en basse altitude, parce qu'en basse altitude, on peut rush, on peut taper des 20-30 bornes assez facilement, mais en haute montagne, c'est en moyenne 10, 15 max, parce qu'il y a le dénivelé, et il faut prendre son temps, parce qu'on est vite essoufflé, il y a des arythmies cardiaques. Et donc on a pu faire l'école assez facilement finalement. On avait un peu une pression, parce que tout le monde disait, le Chola Pass, donc c'est le 2e col qu'on a fait. Tout le monde nous a dit, tu verras, le Chola c'est vraiment difficile. Et finalement, c'était assez facile en fait. On a pris notre temps, c'était agréable. Et après, on était plutôt fiers de nous de passer des records d'altitude qui étaient 5400 pour le premier, 5400 pour le deuxième. Nous, en tant que Français, on a la comparaison avec le Mont Blanc et on se dit putain, on a dépassé le Mont Blanc, quoi. C'est trop ouf. Ça dépend. 5-6 heures de marche. 5-6 heures de marche max. Pour les passes, c'était différent. Donc environ 5-6 heures de marche pour tous les jours et environ 10 à 15 max kilomètres par jour. Et du dénivelé, ça dépendait environ du 500, 800. 1000 même, des fois 1000. Et surtout quand tu fais un pass, tu passes de 4000 mètres d'altitude à 5400. Donc tu fais beaucoup de dénivelé. Mais le dénivelé, c'est plus en basse altitude parce que c'est vraiment comme ça, quoi. La basse altitude, c'est comme ça. Donc un jour, le pire de dénivelé qu'on a fait, on est passé de 1500 mètres d'altitude à 3500 mètres d'altitude. On a fait 2000 mètres de dénivelé en une journée. Et en plus, c'était que des marches. Donc on est arrivé au-dessus, on était...
épuisé quoi, mais c'était, je crois que c'était le max de dénivelé qu'on a fait en une journée. En général, en basse altitude, c'est une moyenne de 20 km, mais en haute altitude, c'est moins. Et le plus haut où on a dormi, c'est à Goratchep et c'est à 5100 mètres d'altitude. Donc après cette boucle du Kambu, on est redescendu dans la jungle. Et alors la transition montagne-jungle, elle était assez dure. Enfin, c'est très brutal, quoi. Tu passes d'un paysage magnifique, très grand, très aéré et vraiment paradisiaque. Et tu redescends dans la jungle qui est assez étouffante, assez humide, assez sombre avec le brouillard et tout ça. Donc j'avoue que pendant 3 jours ça a été psychologiquement assez compliqué parce que on était tellement bien dans les montagnes que dans la jungle t'es dans une phase un peu de négativité. Mais bon, on a réussi à remonter, à retrouver de la positivité. Mais voilà, les transitions montagne-jungle sont assez compliquées. Et puis après, l'objectif était d'atteindre les Annapurna, la région des Annapurna. Mais on voyait que l'hiver arrivait. Winter is coming very fast, so on a décidé d'accélérer un peu le mouvement et du coup on a pris une voiture pour skipper juste une partie du trek qui est au milieu, au-dessus de Katmandou, parce que on avait peur de faire les Annapurna beaucoup trop tard et qu'on se tape vraiment l'hiver très rude. Et donc du coup on est arrivé directement à Bézizahar, qui est le début du circuit pour faire le tour des Annapurna. Donc voilà, on a marché beaucoup de fois dans la neige, avec la neige jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches. Et pareil, il y avait un pass pour ce circuit qui montait à 5400 mètres aussi, 5416 mètres. Et là, ça a été le pass le plus dur qu'on ait fait. Ouais, c'était le pass le plus dur, pas physique, enfin au niveau du terrain, c'était assez facile, je pense, sans la neige. Donc la neige, au début, elle arrivait, on va dire, jusqu'au mollet, après ça arrivait jusqu'en haut des cuisses, et puis à partir du col, ça commence à arriver jusqu'à la taille. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc pour faire le pass, tout le monde nous a conseillé de nous lever assez tôt, parce qu'après, il y a des vents. Qui sont limite dangereux. Il y a des vents qui sont assez glaciales, en fait, avec la neige. Donc on est parti à 5h du matin, donc la nuit. Ok, donc là on se prépare, on va bientôt partir. Hop, on prépare la frontale qui ne s'allume pas. Ah, ça y est. Ah, petit bug technique. Ça commence super bien. Voilà, il fait nuit dehors. On est content, on est motivé. Ah, on est motivé. Ouais. Avec lampe torche sur la tête, tous les vêtements sur nous, c'est-à-dire on avait mon t-shirt polaire, doudoune, coupe-vent, les moufles, les gants, enfin il y avait tout. Et on avait rencontré donc 2 Français, Romain et Laurine, avec qui on a fait le col. Donc on est parti, donc il y avait forcément une personne devant qui faisait les empreintes. L'éclaireur. L'éclaireur, on l'appelait, sauf que sur le chemin il y est arrivé Un petit accident. Voilà, moi de base le froid, je suis pas très amie avec lui, je suis assez craintive. Et là donc partir en pleine nuit, je pense qu'on a atteint les moins 25 degrés. Je commençais à me sentir pas très bien, j'avais très très froid et pourtant j'avais vraiment tous les habits qu'il y avait dans mon sac, je les avais sur le corps. Et je commençais à lui dire je me sens pas bien, j'avais des nausées, j'avais l'impression que j'allais tomber un peu dans les pommes et je me sentais un peu faible. Mais évidemment, j'ai refusé de faire demi-tour parce que c'est pas dans mon tempérament de faire demi-tour. Donc du coup, on continue. Et puis arrivé le moment où en faisant une petite pause, il y a des petites cabanes où tu peux faire des petites pauses pour t'abriter. Je me sentais vraiment plus du tout bien et j'ai commencé à plus pouvoir respirer. Je me suis mise à pleurer et j'ai posé mon sac et là je l'ai regardé, je lui ai dit il me faut une couverture survie. Je suis en train de partir et mes jambes m'ont lâché, j'ai fini par terre et apparemment j'étais toute violette. Donc c'est là où ils ont commencé vraiment à flipper et à s'inquiéter parce qu'on voyait vraiment que j'étais en train de partir quoi. Et moi mon corps tremblait, je me souviens pratiquement, c'est un peu fractionné. J'ai tremblé, donc du coup ils m'ont mis dans une couverture de survie, ils m'ont mis dans un sac de couchage, ils ont essayé de me frotter pour me réchauffer. Moi je tremblais, je pleurais, j'étais complètement inerte et j'arrivais même plus à parler. Et donc du coup après ils ont dû me porter pour me mettre au soleil parce que le soleil a finalement apparu.
Et au bout d'une heure, j'ai réussi à me réchauffer, donc je suis redevenue un peu normale, j'ai réussi à reparler et tout. Mais voilà, j'ai fait une grosse hypothermie, j'ai vraiment frôlé la mort et heureusement qu'on était 4. Parce que s'il avait été tout seul, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus grave et j'aurais pu vraiment partir très très loin. Parce que à 4, ils ont pu me réchauffer plus rapidement, ils ont pu me porter et voilà, c'est la cohésion de groupe qui font que t'as plein d'idées pour sauver la personne, etc. Donc voilà, je les remercie d'ailleurs parce qu'ils m'ont sauvé la vie. Mais donc du coup, ouais, ça nous a vite calmés parce que on se rend compte que le froid, c'est pas des blagues quoi, et ça peut te tuer. Et enfin bref, après m'être réchauffée, on est reparti. J'avais la couverture de survie sur le corps, on aurait dit que j'avais une robe. On a réussi à atteindre les 5400, on a réussi à faire le pass, on était tous contents, etc. Et puis après on en a rigolé finalement de cette anecdote, mais c'est vrai que sur le moment c'était pas fun. Mais voilà, c'est une anecdote qui reste gravée et puis tu te dis bon bah c'est l'aventure quoi. Et puis du coup voilà, après on a fini le circuit des Annapurna. Et puis on est arrivé jusqu'à Tatopani. Donc Tatopani ça veut dire eau chaude en népalais et là-bas il y a des sources chaudes naturelles. Donc on a profité évidemment de ces bains chauds. Ça faisait déjà 2 jours qu'en marchant j'avais très mal au tendon d'Achille. Et je me suis rendu compte que j'avais une boule. Du coup, on a décidé d'aller à Pokhara pour aller voir un docteur. Et puis, au final, j'ai une tendinite au tendon d'Achille. Il faut savoir que je suis le médecin officiel de Mathilde en randonnée. Donc, j'ai dû faire une auscultation assez rapide via mon téléphone, via Google. Je me suis rendu compte que c'était une tendinite du tendon d'Achille. Et ça prend environ 4 à 6 semaines pour se soigner. Donc en fait, là au niveau du trek, on était à 630 km et on a fait 38 jours de marche. Donc de Tapeljung jusqu'à Tatopani, on a marché 38 jours et on a marché 630 km. Et du coup là, on a fait 45 000 mètres de dénivelé positif aussi. 3 passes. À plus de 5400 mètres, un coucher de soleil à 5600 mètres d'altitude en face de l'Everest. Là on est toujours du coup sur Pokhara, ça fait plus d'1 semaine, toujours avec une tendinite. Donc du coup on a pris la sage décision de mettre une longue pause sur le trek. On a fait sans guide, on voulait pas de guide, on voulait être autonome. Ouais, l'objectif c'était vraiment de partir juste tous les deux, de pas prendre de guide, de pas prendre un porteur, c'est beaucoup plus immersif. Parce qu'en fait on doit se débrouiller, on n'a pas de personnes qui vont tout nous traduire, qui vont tout nous acheter, qui vont tout préparer pour nous. Là c'était vraiment de l'autonomie totale. Et voilà, on aime prendre nos propres décisions, même si des fois c'est pas forcément des bons choix ou des bonnes décisions, mais c'est ça qui fait aussi l'expérience, c'est ça qui fait aussi l'aventure. On remercie Pema, Pema qui est un guide népalais, un très bon guide. Et Pema nous a aidés sur énormément de choses, donc pour avoir les permis sur les parcs nationaux, pour avoir les extensions de visa, pour avoir les billets pour les avions, qui nous a beaucoup aidés pour savoir est-ce que c'est possible de prendre une Jeep ici, parce que voilà, les transports sont très compliqués au Népal. Déjà, il n'y a pas beaucoup de routes. Pour se déplacer, c'est assez compliqué, c'est souvent des Jeeps. Comment on s'organise, où est-ce qu'on doit prendre une Jeep, comment c'est possible, enfin voilà. Et ça, c'est généralement que les locaux qui savent ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas de site internet pour savoir comment on peut prendre une Jeep ou quoi. Donc, faut pas hésiter à demander aux gens. Alors moi, mon meilleur souvenir sur le trek, c'est clairement le coucher de soleil sur l'Everest. Et en fait, on était à 5600 mètres d'altitude, au Kalapatar. Et en fait, du coup, on a eu une vue incroyable sur toutes les montagnes. Toutes les montagnes étaient violettes, roses, incroyable. Et l'Everest c'est devenu tout rose. Enfin, c'était comme dans un film, enfin, c'était vraiment magnifique. Et la surprise, la lune qui arrive. Donc en fait, on a eu un sunset et un lever de moon. En fait. Donc du coup, on s'est retrouvés dans un truc magique. C'était un spectacle. Mais moi j'ai adoré le Torung La Pass en fait, donc je me garde vraiment un excellent souvenir. C'est le pass où Mathilde a fait son hypothermie. Mais meilleur souvenir. En fait, le souvenir que j'en garde, c'est vraiment l'expérience physique intense et la beauté du paysage en fait, qui était,
entouré de montagnes enneigées et de marcher et de voir le soleil se lever, d'avoir des couleurs un peu rosées, orangées sur toutes les montagnes. Donc la neige n'est plus blanche, elle devient orangée et rose. Et c'était juste magnifique, quoi. Après, bon, c'est sûr, c'est compliqué physiquement, mais j'en garde vraiment une bonne expérience. Il y avait une bonne cohésion d'équipe, tout le monde était soudé, tout le monde s'entraidait et c'était vachement beau, vachement intense. Donc j'ai bien aimé ça. Je peux dire que mes pires souvenirs, c'est mes nuits à vomir. Savoir qu'au Népal, on est dans un pays tellement différent du nôtre que même au niveau de l'alimentation, il faut laisser à notre corps une adaptation, quoi. Et moi, mon estomac, il a du mal à s'adapter. Voilà. On est parti sur l'idée du Népal grâce à des Français, 400 lieues sur la Terre, qui ont fait le Greater Himalaya Trail. Ça nous a inspiré, on s'est dit pourquoi pas le tenter. Donc on s'est renseigné pour faire ce trek-là, donc ça a été beaucoup de communication, donc avec 400 sur la Terre, avec Tiffy, donc un ami à nous, avec Internet, avec Robin Boosted, donc beaucoup de questions, beaucoup de checks des villes, et il y a eu aussi le tracé de l'itinéraire, parce que la low route n'est jamais tracée parce qu'elle change tout le temps à cause des glissements de terrain qui détruisent les routes. Enfin, il n'y a pas de carte qui est sûre. Donc avec des applications de trail qui existent sur Internet, j'ai pu faire le tracé. On a mis après sur Maps.me, donc une petite application GPS qui marche très bien en hors ligne. On s'est procuré toutes les cartes, 10 cartes. Ça a fait du poids en plus dans le sac. Donc les billets d'avion à prendre, sachant qu'avec le Covid, il y avait des restrictions qui étaient à prendre en compte. Enfin bref, toute la paperasse qui est un peu chiante mais qui est nécessaire. Ça a été 3 jours intensifs administratifs et ça a été les plus intensifs de tout le voyage, je crois. Fatigant, chiant, mais bon voilà, il fallait passer par là. Et après voilà, il y avait le sac à faire. Il fallait déjà voir ce que nous on avait déjà. La tente on l'avait déjà, tout ce qui est les ustensiles pour dormir, ce qui est sac de couchage, matelas, oreiller, on avait déjà. Mais voilà, il fallait déjà faire la checklist de ce qu'on avait déjà et de ce qu'il nous fallait. Donc après, une fois qu'on avait la checklist, on est allé acheter le matos. Et après, maintenant, c'est manager le sac parce qu'il ne fallait pas qu'on ait trop de poids. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'au final, on a fait un bilan, on avait trop de poids. Lui, il avait 15 kilos avec l'eau. Et moi, avec l'eau, pareil, j'avais peut-être 12 kilos. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que c'était vraiment, vraiment lourd parce qu'à la fin de la journée, les épaules, elles sont complètement détruites. Mais du coup, dans le sac, concrètement, au niveau des habits, il faut prévoir pour le chaud et pour le froid parce que dans la jungle, il fait chaud, mais à 3000 mètres d'altitude, il caille. Pour le froid, on avait doudoune, on avait veste en Gore-Tex, on avait des petits gants, des moufles. Après, moi, j'avais un cache-oreille tourcou, bonnet, chaussettes ultra chaudes. Voilà, donc il fallait différentes paires de chaussettes aussi. Et après, au niveau du bas, un leggings thermique, le pantalon de rando classique. Et après, c'est t-shirt polaire, t-shirt à manches longues en mérinos. On prend du mérinos parce que c'est une fibre qui est cool pour la transpiration. C'est un peu thermorégulateur, donc c'est cool. Et donc du coup, voilà. Donc ça, les vêtements sont tout enroulés dans un sac, pas qu'il y ait d'eau qui vienne dedans. Et après, dans le sac, il y a le sac de couchage, le matelas pour dormir. Lui, il avait la tente, le réchaud. La trousse à pharmacie, la trousse alors la toilette c'est brosse à dents, dentifrice et une crème parce que quand il fait froid, voilà, la peau elle prend cher. Et puis voilà, une serviette, un gant de toilette et puis voilà, un savon et puis basta quoi. Vraiment on essayait d'avoir le minimum et encore c'était limite trop alors qu'on avait vraiment le minimum pour vivre, donc on avait vraiment rien. Et puis bon tu portes les mêmes habits toute la journée, t'as 3 culottes que tu laves en même temps de prendre ta douche et que tu fais sécher par un bout de bois ou un clou dans la chambre et puis voilà quoi, lunettes de soleil. Donc en fait on est parti, on avait déjà mis de côté, on mettait de côté pendant plusieurs mois, plusieurs années. On a dit peut-être environ 10 000 € de côté, moi un peu moins. On a dit 6 000 € ça peut être pas mal pour 3 mois. Et finalement en fait arrivé au Népal, on dépensait sans forcément compter parce que la vie n'est pas très chère en fait. Par exemple pour dormir on va dire en haute altitude, donc ce qui est le plus cher. Un logement ça va être environ max 500 roupies, ça fait environ 3-4 € quoi, donc c'est ridicule. Juste la nourriture qui peut être un peu chère. En haute altitude, par exemple dans le Khumbu, on va atteindre peut-être du 3000, max 4000
non, on va dire 2000 par personne. En fait, nous, c'est on comme le se budget, comparait environ. au prix du dalbat, parce que le dalbat, c'est vraiment le repas traditionnel et souvent le moins cher qu'il y a sur la carte quand on mange dans des lodges avec un menu, parce que en basse altitude, il n'y a pas de menu, c'est dalbat directement. Et en basse altitude, le dalbat, généralement, il est à 500 roupies, et en haute altitude, il était à 800. Et encore. 850, 900 roupies. Donc du coup, on voyait déjà la différence entre les zones touristiques, parce que la région d'Everest c'est très touristique, et les basses altitudes où on croisait zéro touriste. Donc du coup, on se basait directement, on regardait la carte, on regardait directement le prix du dalbat pour savoir à quoi s'attendre au niveau du tarif. On payait juste la room, notre repas, et puis... Et on n'a pas non plus trop dépensé, je pense qu'on a peut-être dépensé moins de 2000 ce qui nous a depuis le début du voyage. Ce qui nous a coûté le plus cher, très clairement, c'est le matos qu'on a acheté en France. On a à peu près plus de 2500 euros de matos, rien que ce qu'il y a dans nos sacs. Et puis après, c'est tout ce qui est administratif, parce qu'il faut payer l'extension de visa, il faut payer les permis. Les permis, c'est assez cher. Il faut payer les billets d'avion pour faire Katmandou-Batra-Pour, c'est au moins $150 chacun. Voilà, en fait, ça, c'est des trucs qui sont pas forcément dans le trek, mais c'est tout ce qui est à côté du trek qui, limite, coûte plus cher que de vivre dans les lodges, dans le trek. Parce que dans les lodges, voilà, si tu payes, allez, max 1000 roupies ta chambre quand t'es dans un truc touristique et 500 balles ton bat, bah ça te revient à 15 € chacun, quoi. Et encore. Donc en fait, c'est pas très cher. On dépense moins ici que si on était en France, quoi. Oui, bah oui, parce qu'en France, voilà, tout est plus cher. Tu payes déjà ton loyer, t'en as pour 700, 900, on sait pas où c'est, enfin, tout dépend où t'es. 6 000 €, c'était vraiment que pour le trek, pour les voyages internes, pour la nourriture. Sans compter le matos. En fait, on savait pas trop, en fait, parce que c'était un peu flou et juste on s'est dit, on va mettre, on préfère avoir plus d'argent que de pas en avoir. Et voilà, on s'était dit 6 000 € et finalement, on n'a pas du tout atteint. On en a peut-être la moitié et encore, je sais même pas. Bah là, ça nous coûte un peu plus cher parce que du coup, on reste à Pokhara, donc on paye un peu plus cher et on fait des restos tout le temps, etc. Que quand tu fais du trek, tu payes moins, enfin, tu fais moins d'activités, tu fais moins de restos, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la vie la plus simple avec le moins de choses possible. Donc, du coup, forcément, logique, la moins chère, quoi. Ouais, c'est sûr que nous, on est des personnes qui, des fois, peuvent avoir vraiment la poisse. Et donc, des fois, il faut se battre un peu contre le destin ou la vie pour avoir des goûts de choses. Parce que, bon, bah voilà, j'ai été blessée, j'ai failli crever, je suis tombée malade 4 fois. Enfin, bref, voilà, c'est des choses qui, psychologiquement, quand t'es dans un trek et que t'es dans des conditions de vie non confort, quoi, et ben, tu te dis, putain, mais... Faut avoir le mental, quoi. Et au final, on se rend compte qu'on a le mental parce que on a plus de mental que de physique. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai plus de mental que de physique parce que je pourrais finir le trek avec aisance, etc. Mais c'est juste le physique qui suit plus. La blessure, là, la tendinite, c'est clairement à cause de la neige et de l'hypothermie, puisque j'ai continué, après avoir une hypothermie en frôlant la mort, mon corps, il avait plus d'énergie. J'ai continué à marcher dans de la neige jusqu'aux hanches pendant des heures. Donc je pense que c'est là où mon tendon il a dit meuf tu fais quoi, calme-toi, arrête de marcher, et c'est comme ça qu'il me l'exprime, quoi.